Bonjour, je suis très heureux d'être votre modérateur aujourd'hui. Importante pour le programme que nous allons avoir. Vous pouvez voir le webcast aujourd'hui en anglais et en français. Dans les deux langues, sélectionnez le bouton en haut à gauche, comme démontré ici. Lorsqu'on continue, sentez-vous libre de rajouter des commentaires et des questions pour les intervenants aujourd'hui en utilisant les boîtes de questions en haut. Problème technique, cliquez sur le bouton mauve qui est le soutien du chat en bas à gauche, tel que montré ici. Sur le même écran, nous avons aussi identifié comment vous pouvez allumer les, euh, les sous-titres en bas. Donc, avant de commencer la discussion, lyssna Chippewa, Onadi et Wendat. Mes collègues et moi, on est si reconnaissants pour l'opportunité de vivre et de travailler sur ce territoire. Nous sommes reconnaissants pour les communautés, les leaders et les aînés lorsqu'on parle de sujets importants tels que la stratégie dont aujourd'hui dont nous allons parler. De Halifax aujourd'hui, un de les leaders, directeur exécutif du Africville Museum, Madame Peters, elle connaît beaucoup de gens. Elle est actrice, directrice, elle écrivaine aussi. Elle a reçu le Queen Elizabeth Platinum II Medal, le médaille de coronation en reconnaissance de ses réussites et dans le leadership. Madame Peters, bienvenue. Il ne semble pas avoir de son, désolé. Je suis menacé. C'est une combinaison spéciale pour les gens de la Nouvelle-Écosse qui ont vécu en territoire d'amitié avec nos frères et sœurs de Nouvelle-Écosse. Ça fait plus de 400 ans qu'on est là. Je suis huitième génération et je peux tracer mes racines là, à la Révolution américaine parce que mon septième grand-père était Thomas Peters qui est venu en tant que sergent avec les loyalistes. Donc, je vous dis ça. On est vu, pas par qui ou quoi que nous sommes, que la société nous perçoit. Noir dans ce pays, c'est que souvent, ça fait de l'émotion ou diminue notre existence, nos capacités et nos attentes des autres. Donc, cela étant dit, je me sens très affaibli de savoir que j'ai encore beaucoup des mêmes conversations que mes pères ont. L'exemple évident comme cette expérience récemment avec Michael B. Jordan et Delroy Lindo. Et ils ont entendu le mot N dans l'auditoire. L'individu qui a livré ça à Tourette's. Et le présentateur noir sont demandés, pour manque de meilleurs mots, faire la paix avec ça. Et euh, s'excuser aux deux présentateurs noirs. Lorsque mon fils avait 18 ans, finissant l'école et de travailler à deux emplois à temps partiel, il organisait ce qu'il allait porter à tous les jours, avec une considération spéciale, si ou non, il devait se tenir un, parfaitement visible. C'est les effets à long terme de racisme, les messages à nos actifs les plus importants, la prochaine génération d'individus noirs et forts, c'est ce qu'ils amènent à la maison. Donc, récemment, on aurait compris
portion d'une conversation de le crime au travers le Canada et encore ce qui augmente à cause de l'économie. Ça me menait à porter à croire que le système de justice est préparé à faire des trouvailles ou des punitions pour ces crimes que les Noirs ont eu des dossiers criminels depuis des centaines d'années ou un siècle. Avoir accès à des emplois de basse paye, de moins d'opportunités retenues. Mais la société, leur attitude qui a barré les générations dans une place de petits progrès. Et un événement historique est arrivé, une excuse pour la résidence et les descendants d'Afriqueville. Ça donnait accès à une nouvelle histoire qui va être écrite, un musée racontera l'histoire qui a fait quelque chose avec rien. Là. Et l'excuse, des argents qui ont été donnés pour construire un musée, mais il n'y avait rien qui a été donné pour aider à 16 ans. Et comme le train sans de financement, ce petit musée est un site historique et aussi un site UNESCO euh, pour parler de l'esclavage, le traité des esclavages. Et la seule côté devenir des terrains pour ce que le reste du monde ne veut pas voir, ce qu'on on ne le veut pas non plus. Dans le racisme, encore se montre récemment que 2023, troisième ont marché dans les terrains du sol et ont fermé toutes les fenêtres du musée. Quelques mois plus tard, quelqu'un a mis une corde. Les travaux sur l'antiracisme, ça a été lent, mais je suis fier des comités qui continuent de ne pas abandonner. Moi, j'ai vraiment hâte à la discussion d'aujourd'hui. Merci. Désolé, il me semble être en sourdine. Merci, Ian. Parce que vous pouvez voir, voilà. Bonjour tout le monde. Merci, Ian. Merci pour les paroles de sagesse et pour votre leadership. Mon nom, c'est Madame de plusieurs nations, incluant Mississauga du Crédit et Bay, Chippewa, Haudenosaunee et Huon-Wendat. Et il faut y de plusieurs d'autres Premières Nations. Et c'est le cinquième et dernier événement de notre série. Je vais prendre une minute pour merci au Globe and Mail d'avoir rendu ces qui ont rendu tout ça possible. Une des fonctions, c'est d'amener les gens ensemble, de parler de sujets difficiles de race et de changer. Amener le changement, c'est grâce à créer cet espace pour les idées innovatrices, pour déplacer les politiques, donc la stratégie de justice pour les Noirs et pour tous les autres systèmes reliés à la justice, guidés par l'expérience et par les plusieurs systèmes qui sont supposés d'être justes et égaux pour tout le monde. Nous avons tous vu rapport après rapport cette stratégie, a pris tout ça, agréé les recommandations, testé le tout pour la pertinence et d'autres consultations, inclure une carte, un chemin pour tous les systèmes, améliorer le système pour travailler mieux pour chacun de nous. C'est une stratégie de 10 ans et le travail a commencé. En 2024, le gouvernement fédéral a donné du financement pour 2 ans. Et il y a encore tellement de choses qui ont besoin d'être faites. Les communautés
ont demandé pour ces changements depuis des décennies. On doit demeurer ferme dans le système pour nous. Initiative Fatima était notre directrice de politique au CRF et dans sa carrière, elle a joué plusieurs rôles instrumentaux et avec nous, elle était un des architectes pour battre la haine et comme un expert de les crimes de haine au Canada. J'aimerais remercier Craig Wellington, le PDG. Les entreprises dirigées par des Noirs. C'est un plaisir de travailler avec euh, les deux personnes et d'amener tout cet événement à la vie. Bienvenue tout le monde et j'ai vraiment hâte à ces conversations aujourd'hui. Merci. Akwasi, qui est un associé de professeur avec le département de sociologie à l'Université de Toronto. Son travail se concentre sur l'intersection de race, de crime et de justice. Akwasi est aussi le co-auteur et coprésident de Candice Black Justice Strategy. Bienvenue à Kwasi. Ensuite, nous avons Ruth avant de se joindre à Livre, Ruth a travaillé comme consultante. Elle était régulièrement sollicitée par le gouvernement, les écoles, les cabinets d'avocats et autres pour mener des enquêtes, offrir des formations et de parler des droits de la personne, l'équité et du racisme anti-noir. Bienvenue à Ruth. Merci. Et aussi, Martine Saint-Louis, directrice de stratégie pour la justice noire au Canada. Martine travaille dans le secteur des politiques réduire les politiques en action. Il ferait exactement cela au fur et à mesure que la stratégie de justice noire avance dans sa mise en œuvre. Bienvenue à tout le monde et rentrons dans notre discussion. Marcine, j'aimerais commencer avec toi pour ceux dans l'auditoire qui connaissent pas la stratégie de justice noire au Canada. Pourriez-vous en faire un bref résumé, nous dire de où c'est venu, qui est arrivé avec l'idée? Très bonne importante qui est tout près de mon cœur. Donc, très heureuse d'être ici. Donc, en termes de la stratégie, euh, le- la justice noire, cette stratégie pour adresser les représentations, surreprésentations des gens noirs dans le système judiciaire. Charte canadienne des droits et libertés. Vous posez la question sur de où sort cette stratégie. Bon, c'est associé avec les Nations unies, avec les gens de descendance africaine, qui est présentement dans la deuxième décennie, qui va finir en 2034. Mais ce qui est arrivé en 2005, il se passe en termes des impacts de descendance africaine au Canada et à l'intérieur d'une de leurs recommandations dans le rapport qu'ils ont partagé avec le Canada en 2017, littéralement, ils ont indiqué qu'une stratégie avait besoin d'être développée pour montrer la surreprésentation des gens noirs dans le système euh, aux Nations Unies et on continue avec cette initiative et d'avancer avec la mise en œuvre. Une des parties clés, quelle est la partie clé? La partie clé de la stratégie. Moi, je veux dire qu'au tout début, avec l'engagement qui a eu lieu, avec la stratégie, on s'est assuré que c'était vraiment, ça reflétait les aussi s'engager avec un groupe externe de direction qui a été identifié par le gouvernement du Canada pour travailler avec. On avait vraiment besoin d'être centré dans cette initiative. C'était important d'avoir un,
un groupe de direction qui avait des représentants noirs, des experts noirs, des, des avocats, des académiciens, incluant partout au travers le Canada. Ce qu'on a réalisé rapidement, c'est qu'avec cette stratégie, il y a des situations qui arrivent avant que les gens soient impactés par le système criminel de justice et aussi ce qui arrive dans le système de justice criminelle une fois qu'ils ont sorti du système de justice. Donc, différence en cette question. Donc, le rapport qui a été publié et déployé, produit par le groupe de direction et ses membres pour la justice noire. Et la stratégie a vraiment 8 recommandations et demeurant des adresses pour l'ordre, la correction, les rapports d'adresser les profilages raciaux et de créer des programmes noirs particuliers pour les offenseurs. Le besoin d'investir dans la prévention et de regarder des éléments comme l'éducation, l'emploi, euh, le logement et la santé mentale pour les résultats négatifs des études ont connecté le racisme qui prévient beaucoup de jeunes noirs d'avoir un emploi et ça augmente les risques. Est-ce que cette stratégie est la première de sa sorte au Canada ou est-ce qu'il y a d'autres efforts semblables euh, avant celle-ci? Canada, le système de stratégie noire, c'est la première au Donc, ça construit des décennies de défense par les communautés noires qui ont appelé pour l'examen de les raisons qui soulignent la surreprésentation. Est-ce que les provinces ou les territoires ont fait du travail dans ce domaine? Oui, nous avons travaillé étroitement là-dedans. Il y a un bon nombre de départements avec lesquels on travaille sur une base régulière. Donc, on travaille aussi avec les provinces et les territoires comme les différentes responsabilités. Ça tombe dans les différents niveaux de gouvernement. Donc, on travaille avec les organisations. Comment est l'engagement de le gouvernement présentement pour faire avancer cette stratégie? Le gouvernement du Canada a fait un grand engagement. Après 20 ans de travail dans le service public, je n'ai jamais vu une initiative de cette sorte. Donc, je suis vraiment du Canada essentiellement a fait 4 engagements en réponse au rapport qui a été déployé par le groupe de direction. Et donc, le plan, c'est une grande pièce de tout ça. Donc, c'est la mise en œuvre qui a été déployée là, un an, que je ne peux pas croire comment que le temps vole, mais c'était vraiment déployé là, un an. Et c'est la mise en plan de 10 ans avec ça démontre vraiment le leadership fédéral tout en continuant de travailler avec les communautés noires et à tous les niveaux de gouvernement. Et c'est la clé, les responsabilités clés du système de justice criminelle qui tombe dans différents niveaux de gouvernement. Et nous avons aussi engagé de reconnaître le côté humain et le coût économique. Donc, puisse continuer, les investissements puissent continuer ce plan. Et donc, si
on n'agit pas et continuons pas cette initiative, ça va simplement résulter dans d'autres coûts additionnels. Désolé. Oui, ce coût additionnel à notre pays est de réaliser que nous sommes, à quoi si j'aimerais te faire entrer, Téléco, en hauteur de stratégie noire. Qu'est-ce qui t'a fait décider de prendre ce rôle-là? C'est un domaine sur lequel je me suis concentré depuis 20 ans. Et donc, j'étais engagé dans les économiques, la recherche, les stratégies sur ces problématiques. Et lorsque le gouvernement m'a de faire un sens et par rapport à l'engagement que j'ai entrepris, bien sûr, c'était un grand travail pour ces genres de travail sont politisés. Souvent, c'était pas facile comme décision, mais certainement, c'était la bonne chose à faire du point de vue de quelqu'un qui est dévoué tout son travail à ce. Il y a 114 recommandations dans la stratégie. Que dis-tu est les plus urgentes, les plus importantes? Donc, plusieurs recommandations que nous avons incluses dans la stratégie, qui sont les plus grandes images, si on veut, l'établissement dans les départements, les divisions dans les sécurités publiques et le département de justice. Martin avait fait référence aussi les déterminants de justice. C'est certainement mon désir et mon souhait de ne pas avoir à continuer à adresser ces problématiques dans le système de justice criminelle. Bien sûr, c'est important, on doit se concentrer sur celle-ci, mais il y a beaucoup de preuves de recherche et de données disponibles pour démontrer l'impact de ces résultats inéquitables, comme être le loyer, la santé mentale, les choses négatives arrivent dans ces différents secteurs, contribuent à la surreprésentation que nous voyons dans le système criminel canadien en soi. Donc, je crois qu'il y a un emphase sur ces déterminants sociaux de justice et je crois que nous avons besoin de mettre la priorité et assurer un focus durable. C'est les vrais problèmes qui existent dans le système de justice en soi. Donc, tu as mis le travail sur la stratégie, sur quelles sont les observations et les réactions. Euh, oui, donc c'est vraiment, bon, j'étais pas trop heureux avec le timing du relâchement du document. C'était relâché un vendredi en rentrant dans une grande fin de semaine au milieu de l'été. Et donc, certainement un manque avec le département de justice comme groupe de direction. Et j'ai été vraiment touché par l'intention que l'université, les institutions, donc merci au CRRF et le Global Mail, tous les autres partenaires ici, les fonds d'opportunités noires aussi. Donc, on a reçu et pris part dans le niveau national, entrepris le résultat de cette stratégie, la mise en œuvre et le plan qui en découle. Et encore une fois, j'espère vraiment que ce travail continue et que c'est durable. Sentez-vous que vous avez accompli ce que vous avez établi d'accomplir à travailler sur ce document? Oui, c'est difficile. Il y a la réalité de l'académique. Je sais, on passe des temps sur des publications, des rapporteurs, les sociologistes, les journalistes pour une raison. Donc, j'aimerais plus de temps avec tout ça. Je crois que c'est important de noter qu'on construisait sur le travail qui avait été produit par les différentes organisations et d'autres gouvernements avant. Donc, on le produit final en termes de la stratégie en soi et je suis très heureux de ce que je vois la mise en œuvre. euh,
Et donc, est-ce qu'on aurait pu faire plus? Bien sûr, on aurait pu faire plus, on aurait pu s'engager avec plus de gens, on aurait pu développer des recommandations, malgré qu'ils sont déjà susceptibles. Bon, maintenant, notre attention se tourne vers cette mise en œuvre et la durabilité de la stratégie en soi. Ruth, on a parlé plutôt d'une des barrières de la mise en œuvre de la stratégie était un manque de sensibilisation. Parle-nous un peu de tes pensées sur le sujet. Oui, il y en a qui retournent. Merci premièrement. Merci pour m'avoir invité à participer sur ce panel. Je suis vraiment reconnaissante. C'est un sujet vraiment important. Tout ça parle de, pour les gens de descendance africaine, la décennie vraiment, sa première décennie de 2015 à 2024. Et maintenant, on est dans la deuxième décennie qui va prendre fin en décembre de 2034. Et le but de la décennie, c'était la reconnaissance, la technologie, les contributions et tout, la justice pour avancer battre la discrimination, avoir accès à tout ça et les institutions. Et le troisième problématique, c'est les conditions économiques. Dans mon expérience, comme directrice lorsque j'étais dans ce rôle le Centre d'action légale. Non, il n'y avait pas beaucoup de connaissances sur la décennie. Euh, je le soulevais dans les occasions de discussion et personne ne savait que ça existait. Et je le dis parce que les Nations unies ont été claires que la première introduction pendant qu'elle a élevé une certaine sensibilisation, ça tombait à court sur la mise en œuvre. C'était dû au fait que la volonté politique n'était pas là pour investir. Donc, Canada est là pour sponsoriser la deuxième décennie. Et ma préoccupation, c'est que le système de justice, de stratégie de justice noire, fait une trajectoire semble. Bon, beaucoup sur papier, mais pas beaucoup de visibilité et de sensibilisation sur le sujet. Donc, la sensibilisation, c'est vraiment important hein, parce que le momentum, l'élan dépend de la compréhension du public, l'engagement social et civil, la redevabilité politique. Et sans ces stratégies, le risque devient des exercices de technique plutôt que des moteurs de changement. Donc, je crois que la question clé dans le futur, c'est comment est-ce que le Canada va assurer que ce moment se traduit dans la visibilité durable, des actions mesurables et pour la deuxième décennie et la stratégie de justice noire ne se répète pas dans la mise en œuvre. Et donc, je crois que cette phase doit être à propos d'amener la relevabilité, assurer que les gens construisent la stratégie, qu'elle existe. Et sur ce, la société civile et l'engagement aussi est là, a besoin d'être là. Bon, comment est-ce que les organisations peuvent construire cette pression pour amener des vrais engagements de stratégie, surtout si les gouvernements et le soutien n'est pas clair venant du gouvernement? Bon, je peux parler de ça un peu dans mon expérience dans la dernière année. Dans mars de 2025, donc je travaille pour LEAF, l'éducation légale des femmes. Et en mars 2015, le, le rôle a été éliminé et la responsabilité était initialement appuyée dans le portefeuille du ministère de Culture et d'Identité. Quand ça s'est arrivé, plus de 400 féministes et les organisations féministes se sont mobilisés immédiatement parce que on était conscient, très conscient que la structure signale l'engagement et le mouvement du gouvernement a déclenché la condamnation pour traiter ces équités comme un problème mineur. Le résultat a démontré que le gouvernement va écouter, ce gouvernement a écouté, et le ministère à être appointé pour le financement a été attribué. Donc, je crois pour moi, la leçon clé pour la stratégie, c'est que les annonces sont passées, c'est qu'on était encore à ce que j'ai dit avant. Le vrai soutien ressemble à l'appartenance gouvernementale. C'est l'attention continue et des ressources dévouées, dédiées. Hein, c'est aussi souligné comme le rôle de la société civile et de garder l'équité sur la bonne piste. La mise en œuvre dépend de
le secteur public engagé. Donc, lorsqu'on parle de soutien pour la stratégie, la question n'est pas simplement si elle existe, mais si elle est institutionnellement ancrée et redevable. Je crois que le- le- on a besoin d'être conscient, la police a besoin d'être conscient, la justice, le bar euh, a besoin d'être conscient. J'ai pas vu autrefois par rapport à la stratégie, mais j'ai pas vu la preuve de tout ça arriver. Et donc, dans l'anecdote d'avoir travaillé avec les différents avocats de défense, ils ne sont pas conscients. Donc, c'est une préoccupation pour moi parce qu'ils sont en particulier, ils vont pouvoir avoir un impact sur comment c'est mis en œuvre et comment les cours voient, comment que les avocats et les juges le voient et le comprennent. Si les gouvernements, si on dit que les gouvernements peuvent écouter et changer, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre dans cette stratégie où il y a du mouvement? Je crois qu'ils ont besoin de comprendre que les gouvernements ont besoin de comprendre que Martine avait soulevé ça plus tôt aussi, que le coût de manquer de mettre en œuvre la stratégie est vraiment significatif pour les individus et l'exclusion de la société. Et donc, en termes économiques aussi, je crois que c'est vraiment, vraiment, non pas comme Aquasi et Martine, je suis un peu à l'extérieur de la stratégie et que j'ai été avec le Centre d'action légale, avec la Commission de droits humains, lorsqu'on travaille avec les effets de la criminalisation dans le système de justice et ce que ça fait, ce que ça coûte. Je crois que c'est, comme je dis, le coût de manquer de mettre en œuvre tout ça. Je crois que c'est beaucoup plus grand que tout autre coût associé et d'assurer que les communautés noires au travers du pays sont inclus dans la société canadienne. Et je sens qu'une partie de la société canadienne pour avoir une dignité. À cause, il a parlé avec 114 recommandations. Que pensez-vous sont les plus importantes qui devraient être sur top de liste pour la mise en œuvre? Donc, moi, je viens au déterminant social. Lorsque, à cause du travail que je fais, c'est vraiment clair que les barrières structure et d'éducation, d'emploi, de santé vont former la vie longtemps avant les interactions. Euh, donc, la criminalisation, c'est vraiment, je vois un effet euh, de diminution dans les choix de politique. C'est le contact avec la police, les plus hauts taux de charge sont vraiment liés aux conditions et qu'on soit à l'extérieur du système, mais pas à l'intérieur du système. Donc, l'école à la prison, la pipeline, si on veut, la super surveillance, l'expulsion, les disciplines désappropriées, tout se mène, dans plusieurs cas, la criminalisation. Martine a parlé du rapport du groupe de travail, le groupe de travail des experts sur les gens de descendance africaine et les rapports qui ont sorti en 2016. Et on rend ça très clair que la criminalisation de la communauté noire ne peut pas être en isolation. Et donc, je crois que la stratégie doit fonctionner comme un complet de gouvernement, de structure, pas simplement la réforme criminelle. Ça devrait vraiment mettre la priorité sur les déterminants sociaux. On a besoin d'investissements, d'éducation, d'emploi, de soutien, de santé compétent, l'équité, l'analyse, je crois, qui a besoin d'être fait dans toutes les réformes de justice. Comment on a besoin d'assurer que ça fait partie
de justice, de réforme, évaluer les lois, les pratiques, les interactions avec les inégalités. Donc, je crois que pour le système de justice de stratégie qui a besoin d'être transformateur, ça doit traiter les politiques et la réforme et comme inséparables. Et donc, vraiment, on doit regarder les conditions qui vont changer les parcours dans ces systèmes en soi, former les chemins dans le système autant que le système en soi. Ah, bien sûr, vas-y. J'étais pour dire, en partant, merci Ruth pour cette analyse. Je crois que c'est la clé que l'emphase sur les déterminants sociaux. C'est tellement important. Et ça, c'était vraiment une tension qui était là. Lorsqu'on a commencé avec le travail, on a reconnu que ces facteurs étaient là et tellement importants, mais le système de justice, la stratégie de justice, toi, était de l'intérieur du système de justice. Donc, bien sûr, entre le provincial, fédéral et municipal pour adresser les problématiques. Mais ces facteurs dont on a parlé, que Ruth a mentionné, l'école, la pipeline de l'école, il y a des individus et des formes institutionnelles qui sont de discrimination à l'intérieur de le système de justice qu'on voit. Et donc, on peut travailler pour adresser toutes ces choses-là. Il y aura encore une pipeline de peuples autochtones et de Noirs qui vont au travers de ce système de justice à cause de ces systèmes et ces manquements. Euh, donc, comme j'ai dit, et la première recommandation, c'est l'établissement du département ou d'une agence au niveau fédéral avec la tâche d'être champion et coordonner les efforts pour adresser au travers de tout le gouvernement pour ne pas souffrir des silos qui sont tellement évidents et là, à l'intérieur des gouvernements. Martine, j'aimerais revenir à toi et une des idées de Kwasi. Et j'aimerais aussi, si je peux te demander sur quelle est la mise en œuvre, quel est le plan pour cette stratégie. Comme on a discuté, il y a une bonne partie de travail qui est exigé pour faire que cette transformation soit faite et qu'elle ait lieu. Donc, avec cette mise en œuvre et ce plan, nous avons reçu le financement pour la première phase de ce travail. Donc, il y a beaucoup qui est exigé ici, dans ce plan. Donc, présentement, on est passé au travail de la première phase qui a été relâchée l'année passée. Donc, on va à la fin de notre première année de mise en œuvre. Donc, la première année d'avoir relâché la mise en œuvre. Et je sais que la sensibilisation dans le plan de mise en œuvre n'est pas nécessairement là, mais ça fait partie de leur objectif pour soulever l'attention. Donc, on espère que ça va être fait à date et de s'assurer. Donc, sur cette première année, où une partie était de relâcher le plan, et c'est pour avancer l'investissement qui ont été décidés dans la déclaration en 2024. Donc, pour initier les premiers 2 ans de cette mise en œuvre, le gouvernement s'est engagé à 87,4 millions de dollars qui est déployé sur 2 ans. Et ça, ce financement, c'est pour passer au travail de 8 départements et agences au niveau fédéral pour essentiellement établir la stratégie. C'est pas tout, mais c'est définitivement un début. Et durant la phase 2 de la stratégie qui va débuter suite aux investissements initiaux qui vont prendre fin en mars 2027, le gouvernement du Canada s'est engagé à répondre aux recommandations qui avaient été identifiées dans le rapport. Et ça, c'est à court terme. Le travail est en cours pour faire avancer le renouvellement de la stratégie, mais aucune décision n'a encore été prise. Allez-y, Ruth. Donc, pour faire un suivi de ce qui a été dit plus tôt, lorsqu'on parle de déterminants sociaux, j'aimerais être claire.
Lorsque nous discutons du logement et de l'éducation et de l'emploi, j'aimerais clarifier que nous ne pathologisons pas les communautés noires et les personnes noires. Nous voulons reconnaître que ce sont des inégalités dans la structure ou structurelles et que ça ne devrait pas se faire passer comme étant des déficiences culturelles, car sinon, ça justifie la surveillance accrue et les systèmes de contrôle. Lorsque nous avons cette discussion, généralement dans mon travail, je mets l'accent sur qu'est-ce qui se passe dans les communautés noires plutôt que sur la structure. Merci, Ruth. Martine, j'aimerais vous revenir quelques secondes. Cette stratégie peut être une nouvelle pour plusieurs Canadiens. À quel point êtes-vous confiante que d'ici la fin de cette année, les Canadiens auront adhéré ou compris cette stratégie ou seront au courant de ce programme? Je peux vous dire que nous sommes engagés envers ce plan sur 10 ans. Nous sommes engagés vers au niveau de la reddition de comptes. Les dollars ont été investis dans ce départ initial de cette mise en œuvre de la stratégie. Et on veut s'assurer que cette information est suivie. Nous voulons nous assurer de travailler avec tous nos partenaires et de partager des mises à jour sur le progrès que nous faisons. Nous voulons être en position de pouvoir communiquer cela à un certain moment donné. Alors, nous avons mis la reddition de comptes en priorité car ça fait partie de nos plans. Est-ce que je peux vous dire quand ça sera partagé, quand ce sera publié? Eh bien, je n'ai pas cette information aujourd'hui, mais le plan est bel et bien de communiquer. Nous voulons retourner aux organisations en communauté. Nous voulons revenir vers les communautés pour que tout le monde soit conscient du progrès qui est fait. Et ceci est un engagement envers la reddition de comptes. Et comment cette mise en œuvre sera financée? Pour l'instant, dans les 2 premières années, comme je l'ai mentionné, nous sommes financés avec 87,4 millions de dollars pour le plan de mise en œuvre sur 10 ans. Ce financement prendra fin en mars 2027. Donc, nous travaillons actuellement sur un processus de renouvellement. Aucune décision n'a encore été prise à date, mais nous travaillons toujours à ce sujet. Et pour vous, quelles sont vos visions des risques de cette stratégie? Le risque, ce serait d'avoir des situations de surreprésentation des personnes noires dans notre système criminel qui s'accentue. Il y aura une potentiel de ne pas faire avancer notre cause et aussi d'avoir une stabilité sociale. Alors, encore une fois, je ne veux pas me concentrer seulement sur les déterminants sociaux. Les piliers de réintégration sont importants aussi, mais si nous prenons pas en compte les problématiques structurelles, le racisme systémique et institutionnel qui est ancré dans notre société et nos institutions, eh bien, à ce moment-là, nous courons le risque d'avoir des écarts, comme nous voyons dans le bien-être à l'enfance, dans l'éducation, dans l'emploi et dans le logement et dans la santé mentale. Tout cela s'accentuera et s'exacerbera lorsqu'on regarde les niveau de services pour les personnes noires et les jeunes noirs, il y a des preuves très solides de biais et de préjugés raciaux. Ceci mène à une gamme de problèmes sociaux, incluant la probabilité augmentée de rentrer en contact avec la police parce qu'ils ne sont pas aux études. Ils ne peuvent pas se subvenir à leurs besoins. Nous avons accentuer notre attention sur notre économie, notre stabilité économique, notre situation fiscale. Mais je pense que l'un des éléments essentiels qui doit être reconnu ici, c'est les investissements
auront des retombées énormes à long terme. La recherche et l'estimé nous donne des avantages jusqu'à 13 fois plus sur investissement, des rendements sur investissement jusqu'à 13 fois plus. Donc, nous avons d'énormes avantages à long terme de faire cet investissement. Et plus important encore, cela permet d'améliorer la vie des individus, des circonstances dans la communauté et ultimement améliore la société canadienne. C'est une initiative que notre gouvernement devrait voir et percevoir comme étant une solidification de la société canadienne. Notre premier ministre a noté que l'ordre mondial n'est plus ce qu'il était. Le Canada doit faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que sa société soit solide. Donc, les investissements, s'ils sont donnés, s'ils sont maintenus, ça va aider à mener à cette solidification. Et si nous n'agissons pas de façon appropriée, eh bien, je pense que ce type de situation, malheureusement, s'empirera. Et Ruth, et vous, Akwasi, les organisations impliquées sont des OBNL. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir au niveau du financement pour s'assurer que les organismes à but non lucratif aient le financement nécessaire? Ruth était là en premier. Le manque d'engagement et de certitude au niveau du financement et pour la stratégie et le travail, selon moi, c'est hautement problématique. L- Le financement soutenu est nécessaire. C'est pour ça que les institutions et les corps, les entités gouvernementales sont importantes. Le risque, c'est que la stratégie en soi souffre du même problème auquel souffrent les OBNL, donc un manque de financement. Dans la stratégie pour la justice, la capacité de faire le travail est limitée par leurs efforts continus à faire des demandes de financement. On doit renforcer les programmes et les organisations pour s'assurer qu'ils puissent faire leur travail de façon durable. Et cette stratégie aussi doit être durable. Je suis d'accord à 100% avec Akwasi. Pour les organismes à but non lucratif ou à but caricatif, la tendance dans la dernière décennie fut de se concentrer sur des projets limités dans le temps et cela ne permet pas, vous savez, le financement de base ne faisait pas partie des genres de financement pour les OBNL. Et quand j'entends que cette stratégie est financée pour 2 ans, ben, ça me préoccupe parce que dans 2 ans, s'il y a un changement de gouvernement, eh bien, ceci, ça doit être une priorité et ça doit, pour ceux qui travaillent sur la stratégie, comme Kwasi l'a dit, ils doivent pouvoir se concentrer sur la stratégie plutôt que de se concentrer sur la recherche de financement. Ceci est un prélude à la stratégie. Si elle n'est pas bien financée, ça va à l'encontre de l'objectif. Martine, avez-vous une réponse? Eh bien, le financement durable définitivement est important. Nous parlons de changement transformateur. Et pour avoir un changement transformateur à travers toutes ces recommandations pour faire avancer ce plan de mise en œuvre, eh bien, nous avons besoin de financement durable et soutenu. Ça a été mentionné plus tôt avec d'autres panélistes aussi. Le financement durable, persistant est nécessaire. Et si le plan n'est pas mis en œuvre, ça continuera d'être un coût pour chacun d'entre nous au Canada. Donc, faire avancer cette stratégie ne fait qu'aider. Je suis reconnaissante du fait que nous mettions l'emphase sur les déterminants sociaux
Il y a des solutions pragmatiques qui sont des efforts qui aident, qui contribuent, plutôt que de créer des coûts reliés au système de justice et système criminel. Alors, les ressources sont nécessaires. Oui, c'est un financement sur 2 ans. Cette décision pour les investissements initiaux pour la stratégie a été établie dans le rapport économique de 2024 et le cadre sur 2 ans pour le financement a été établi car il y avait un besoin d'équilibrer les priorités dans des moments de restrictions économiques. Alors voilà, c'est ce qui sous-tend cette décision d'investissement sur 2 ans. Dans la phase 2 de la stratégie, qui débutera idéalement au mois de mars 2027, le gouvernement du Canada s'est engagé à répondre aux recommandations identifiées dans le rapport de la part des membres pour les éléments en court terme et le travail progresse actuellement sur le renouvellement de cette stratégie. Encore une fois, aucune décision n'a été prise encore, mais nous y travaillons. Mis à part le financement, quel genre de partenariat et de soutien est-ce que votre département aura besoin pour la mise en œuvre? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, avec ce travail, toutes les recommandations et le plan de mise en œuvre est un effort collectif. Comme il a été mentionné par Ruth, c'est un partenariat dans le système gouvernemental qui est nécessaire. Donc, c'est une responsabilité partagée au niveau de la loi juridique dans les provinces, les territoires. Le gouvernement est responsable pour la législation criminelle ainsi que les procédures dans les cas de criminologie. Les provinces se servent au niveau de la justice aussi. Ils doivent, ils ont toute une responsabilité partagée. Alors, ceci veut dire que tous les niveaux du gouvernement peuvent apprendre les uns des autres et tirer avantage de l'implication de chacun. Et il faut faire changer ces problématiques dans le système criminel. Le rapport a mis de l'emphase sur différentes stratégies dans différents domaines de la juridiction fédérale, provinciale, territoriale et municipale. Et nous avons déjà discuté des déterminants sociaux, de la santé. Il y a aussi des services de police et des services qui sont disponibles pour les individus qui sont remis en liberté. Ce sont tous des aspects du système juridique ou du système de justice qui tombent sous l'égide de la responsabilité territoriale ou municipale. Donc, nous avons besoin d'un énorme partenariat pour faire avancer ce changement transformateur. Pour les responsabilités provinciales et territoriales, ce qui est important, c'est des exemples de formation, des politiques de probation, du financement de l'aide juridique et des prisons provinciales. Alors, pour atteindre le changement transformateur qui est nécessaire, tous les paliers du gouvernement devront collaborer. Ruth, l'une des préoccupations principales des groupes, c'était les silos dans le gouvernement. Donc, au fur et à mesure de la mise en œuvre de cette stratégie, comment est-ce qu'on peut percevoir cet alignement entre les différents gouvernements? Et quel serait le risque si ces initiatives ne sont pas cohésives les unes entre les autres? Eh bien, la stratégie de la justice pour les Noirs ancrée dans la réduction des méfaits systémiques, de diminuer la surreprésentation avec la prévention, avec des alternatives à l'emprisonnement et d'autres approches. La réforme criminelle fédérale actuelle, ils donnent des sentences et ils opèrent principalement avec des outils d'expansion systémique, des mesures de renforcement, des mesures de liberté conditionnelle, mais la stratégie, c'est de réduire les contacts avec le système juridique, bien que les réformes augmentent ce contact.
Alors, ces projets de loi C16 et C16-14, je pense, C14, je pense, ont été introduits dans la même politique quand il y avait la stratégie en matière de justice pour les personnes noires. Mais ils ont promis la transformation, mais ils ont mis de l'avant des mesures qui pourraient faire en sorte que ces objectifs sont plus difficiles à atteindre si on n'a pas d'alignement ou d'harmonisation explicite. Alors, ce qui me préoccupe, c'est que dans un système qui est déjà marqué par des écarts raciaux, d'élargir le renforcement va avoir des effets disproportionnés sur les communautés noires et autochtones. Donc, la problématique n'est pas l'intention, mais plutôt l'impact. Et sans des balises et sans une cohésion entre les réformes politiques, nous avons le risque de travailler à l'encontre de notre objectif de la justice pour les Noirs. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement substantif, c'est une question de timing, de temps également. Et je peux vous donner un exemple particulier. En Ontario, Martine parlait de la coordination fédérale, territoriale et municipale. Eh bien, il y a plusieurs années, j'ai été impliquée il y avait des officiers de ressources dans les écoles qui étaient retirés des écoles en Ontario à cause des répercussions, en particulier sur les étudiants noirs. Et c'est les répercussions de la pipeline de l'école, des écoles et une mesure vient d'être introduite par le gouvernement provincial de remettre des officiers dans les écoles. Et ça, en soi, est un des conflits entre les différents paliers que je peux vous pointer. Martine, voulez-vous commenter sur le besoin de la collaboration des gouvernements? Eh bien, comme je l'ai dit, le partenariat est énorme dans ce travail. Nous avons un plan de mise en œuvre sur 10 ans devant nous, avec les années qui nous restent. Et c'était avec les Nations unies, inaudible pour l'interprète. On voulait une mise en œuvre et un engagement stable. Le partenariat est la clé. On ne peut pas faire ça tout seul. Même dans mon rôle, je suis avec le ministère de la Justice Canada et nous sommes limités dans notre juridiction avec le mandat légal que nous avons. Quand nous regardons tous les différents aspects de ce travail, nous avons 5 différents piliers pour faire avancer la stratégie. Nous avons les déterminants sociaux et ceux-ci tombent sous l'égide de la responsabilité de d'autres ministères. Nous avons le service de police, les services correctionnels. Et qu'est-ce qui arrive quand les gens sortent du système? Donc, c'est au-delà de la responsabilité de mon ministère, de mon département. Donc, nous devons nous dépendre des partenariats avec le niveau fédéral et avec différents paliers gouvernementaux dans les provinces, dans les territoires. Et nous devons continuer ce dialogue, poursuivre la conversation et apprendre les uns des autres. Il y a certaines provinces et territoires qui ont fait des avancées dans ce domaine et d'autres non. Donc, il faut s'assurer que le dialogue se produise et que nous ayons l'opportunité d'apprendre des uns des autres afin que cette stratégie puisse être avancée au niveau national. Alors, le partenariat et la collaboration sont la clé, en plus du financement durable. Donc, avez-vous des commentaires par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations? Ça coûte de l'argent, mais il y a des coûts reliés à la non-mise en œuvre. Avez-vous des commentaires à ce niveau? C'est très contradictoire, oui. Les changements proposés aux libérations conditionnelles exacerbent les disparités, les écarts raciaux, inaudibles pour l'interprète.
Nous reconnaissons le besoin probant de solutionner les inégalités dans notre système juridique en soi par des politiques individuelles, mais aussi les lois qui ont été développées. Donc, est-ce que ceci va encore augmenter l'écart que nous voyons déjà aujourd'hui? Si dans l'un des projets de loi, on reconnaît inaudible pour l'interprète, le gouvernement va travailler pour atténuer les impacts sur les communautés noires et autochtones. Quand on parle du besoin d'investissement, les déterminants sociaux doivent être pris en compte en même temps. Donc, les déterminants sociaux de la justice prendra des années, peut-être des décennies avant de démontrer des résultats positifs. Mais je vais revenir au point que si on n'agit pas, ça va nous coûter de l'argent à long terme. Ça ne nous sauvera pas d'argent. On regarde notre santé fiscale, on voit des coupures à travers les gouvernements, des pressions économiques ailleurs aussi. Donc ici, on a l'opportunité de sauver de l'argent, des milliards de dollars sur la justice criminelle par année. Les personnes noires sont surreprésentées, mais le nombre de personnes noires dans les instituts fédéraux n'est pas si grand, mais ça coûte des milliers de dollars par année pour incarcérer 5 personnes dans un système fédéral. Même si on regarde l'investissement qui est fait, c'est minime comparé au coût de la justice criminelle. Alors, on doit regarder cette vision à long terme et faire les investissements maintenant les, que notre société puisse en bénéficier. Inaudible pour l'interprète. Donc, notre pays bénéficiera de ces investissements. Il y a des principes parapluies dans cette stratégie en matière de justice pour les personnes noires. Nous devons avoir, il y a les interventions ainsi que des réformes au niveau du système et ça doit être basé sur des données probantes pour que la réforme ait les avantages désirés. On avance pour mettre en œuvre la stratégie. On travaille de façon intersectionnelle entre différents secteurs, mais ça doit être ancré dans des preuves probantes, solides, et qu'ils puissent être outillés pour évaluer les répercussions. Donc, je vois d'autres questions, mais avant, j'aimerais vous demander, vous avez parlé du terrain politique. Êtes-vous un optimiste ou un pessimiste? Pensez-vous que ce sera une bonne année pour voir une action? Si nous avions une stratégie pour en matière de justice pour les Noirs, les personnes noires, nous avons vu de gros progrès au niveau de la tension envers ces problématiques. Il y a eu quelques changements à droite et à gauche, mais je suis un optimiste. Nous avons une grande gamme de recommandations et je suis optimiste par rapport à ce que ce gouvernement va faire et leur engagement, et je suis optimiste en matière du travail du comité directeur et du travail des autres, et je crois que ça aura un impact positif sur la société canadienne. Alors, pour répondre à la question, oui, je suis optimiste. Ruth, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Je crois que je suis une optimiste. Je ne pense pas pouvoir faire le travail que je fais si je n'étais pas optimiste. Je ne suis pas toujours ravie par le rythme du changement, mais je vois du changement, j'en perçois. Et j'ai bien hâte à voir plus de changements. Alors, oui, je suis optimiste. Martine?
Et je pense que tu dois être optimiste pour faire ce travail. Alors oui, je suis une optimiste également. Lorsqu'on m'a donné cette opportunité de prendre ce rôle, ce fut un honneur, un privilège. Je crois réellement à faire un changement. Donc, j'ai bien aimé ce que le docteur a dit de garder ce travail ancré dans les preuves probantes. C'est la clé. C'est essentiel, même avec les données que nous avons. Ça a été essentiel dans plusieurs discussions pour faire avancer la stratégie. J'ai toujours dit que les deux groupes surreprésentés dans le groupe autochtone, premièrement, c'est les Autochtones. Deuxièmement, c'était les personnes noires. Alors, cette statistique en soi a aidé à obtenir l'engagement du ministère à avoir deux stratégies, la stratégie sur la justice pour les personnes noires et l'autre stratégie. Sans ces preuves probantes, je ne crois pas que nous aurions des stratégies dédiées. Alors, c'est important. Nous avons besoin de plus de données et de plus de statistiques. Et nous allons continuer avec de l'information basée sur les preuves probantes. Merci. Oui, c'est essentiel. Voici une question fondamentale. Où est-ce que quelqu'un peut aller voir le plan de mise en œuvre? Sur notre site web Justice Canada, vous pouvez aller sur Google et faire et taper la stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. Vous aurez accès au plan de mise en œuvre. Donc, ceci est- vous donnera beaucoup d'informations. Il y a une autre question un peu plus dure. Plusieurs personnes dans la communauté noire pensent que la stratégie en matière de justice est une stratégie seulement, mais il n'y a pas vraiment d'engagement envers la démant la, de- la- le démantèlement de la discrimination faite envers les Noirs. Ah, ben c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Même moi, avant de commencer, j'ai dû faire une réflexion sur les avancées de ce travail. Est-ce que ce sera une initiative qui deviendra un rapport mis sur une tablette? J'ai eu des conversations avec plusieurs parties prenantes pour vraiment comprendre à quel point ils étaient engagés envers cette initiative. Je ne voulais pas travailler sur quelque chose qui ne mènerait pas, dans les faits, à des changements transformateurs. Donc, c'est une stratégie axée sur les personnes noires au niveau national et ce n'est pas rien. C'est très important et c'est un engagement qui a été fait jusqu'à date, qui est important et je vois que les leadership que nous avons actuellement est engagé à faire avancer le plan de mise en œuvre. Alors, c'est ce que je pourrais vous dire à ce niveau-là. Donc, ce travail doit être transformateur. C'est ce qu'on continue d'entendre. Nous avons entendu beaucoup de voix noires, de personnes noires qui parlent à travers le pays de vouloir ce changement durable. Donc, nous sommes engagés à faire avancer ce travail. C'est un travail un pas à la fois. Ce n'est pas un changement qui peut se produire du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, mais je suis contente que ce plan de mise en œuvre sur 10 ans a été mis en place et j'ai beaucoup d'espoir que le financement se poursuivra pour continuer cette initiative importante. Kwasi, avez-vous ou Ruth, avez-vous des commentaires? Eh bien, moi, je dirais
que je suis optimiste, mais je fais attention. Je suis partiellement optimiste. Ce qui me donne de l'espoir ici par rapport à cette question, à savoir si ce n'est que on se fait flatter dans le sens du poil ou non. Après la première décennie, quand tout ce qui n'avait pas été anticipé n'avait pas été atteint, on n'a pas mis fin à cela. On a eu notre décennie, ça n'a pas marché, alors c'est fini. Non. Au lieu de ça, le gouvernement a subventionné une autre décennie. Donc, cette stratégie est réellement importante. Elle est importante, comme Martine l'a dit. Ce n'est pas rien. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été investis. Alors, j'espère que non, ce n'est pas simplement pour nous faire chanter, mais je comprends pourquoi les gens s'imagineraient ça, étant donné les centaines de recommandations que nous avons dans les registres depuis des décennies et qui sont encore là depuis des décennies. Mais je suis réellement dans l'espoir que ceci sera un peu différent, étant donné tous les efforts qui ont été déjà investis. Alors, je vais conclure là-dessus. À quoi si aimeriez-vous commenter? Certains des engagements avec des organisations et des communautés, le niveau de consultation et la fatigue reliée à la recherche est énorme. Ça peut poser un défi. On revient aux communautés noires et aux organisations pour leur poser des questions sur leur expérience avec le système de justice criminelle. Il y a un bon nombre de rapports et d'études, de recherches qui ont été produits et publiés. Je reconnais et j'ai de l'empathie envers ces gens qui expriment leur frustration par rapport à ce manque de progression. Les organisations menées par les personnes noires, des organisations, des institutions ont aussi la responsabilité de garder le gouvernement responsable. Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'on continue de se mobiliser autour de cette stratégie, d'avoir des stratégies de mobilisation, de conscientisation est la clé. On peut se mobiliser d'un bon nombre de manières pour s'assurer que le gouvernement reconnaît ce besoin de changement inaudible pour l'interprète, pour qu'il reste engagé à la stratégie et qu'elle mène à des changements transformateurs parce que c'est ce qui est nécessaire. Donc, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Il y a encore des questions, donc ceci nous indique qu'il y a un fort intérêt. Alors, ceux qui écoutent la stratégie, nous espérons que cette discussion se poursuivra également ailleurs. Donc, premièrement, j'aimerais dire merci à nos panélistes, à Martine, à Ruth et à Kwasi d'être ici avec nous aujourd'hui et de nous avoir parlé de cette stratégie, de ses implications et de le travail qui a été investi. Alors, merci. Merci à chacun d'entre vous. Au nom du Globe and Mail, j'aimerais aussi reconnaître deux conseillers qui ont fourni des contextes importants. Nous avons Fatima Hassan, le directeur de la Fondation pour les communautés noires, et Craig Wellenter, le PDG du Fonds des opportunités pour les Noirs. Je les invite, Fatma et Craig, à nous partager leurs idées. Donc, qu'est-ce que vous avez tiré de cette discussion d'aujourd'hui? Premièrement, merci pour votre question. Merci aux panélistes qui ont eu une conversation très intéressante. J'en ai appris beaucoup et merci à la CRF d'avoir la Fondation canadienne des relations raciales et au Globe and Mail de s'assurer que nous ayons cette discussion aujourd'hui. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais pour répondre à votre question, alors quels sont les points saillants que j'ai retirés de cette discussion?
Pour moi, ce qui est ressorti, c'est l'importance et le besoin essentiel que la communauté soit impliquée, que la communauté civile soit impliquée et la conscience du processus pour augmenter la visibilité et la compréhension des problématiques qui peuvent affecter la vie des personnes noires. Et deuxième point que j'ai entendu encore et encore, c'est que bien qu'il y ait des tensions dans le gouvernement, c'est ce que j'ai compris, c'est l'engagement du gouvernement à stopper le racisme systémique et que c'était commandité, financé par le gouvernement et nous espérons que ce sera mis en œuvre, que ce ne soit pas seulement une stratégie. Merci beaucoup. Et vous, quels sont les éléments que vous avez soutirés de cette discussion aujourd'hui? Oui, c'est absolument ça. Encore une fois, merci d'avoir organisé cela à la FCRR aussi et l'engagement du département de la justice. Alors, merci à tous les panélistes pour le travail qu'ils continuent de faire. Donc, 1134 est le nombre de personnes qui se sont inscrites à cette présentation. Alors, pour moi, c'est un message extrêmement fort envers le gouvernement. Car ça retire l'excuse qu'on entend souvent. Ah, il n'y a pas trop d'intérêt dans ce sujet. Et souvent, les décisions de financement sont basées là-dessus. Il y a 1 an et demi, nous avons eu une réunion générale sur la stratégie pour les personnes noires, de la justice pour les personnes noires. Et nous avions plusieurs personnes en ligne et en personne. Alors encore, conservons ce momentum, cet élan, on le garde, on continue sur cette lancée. Et ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est une stratégie sur 10 ans, mais il y a un engagement seulement de financement sur 2 ans, ce qui nous mène à une incertitude significative. Alors, si le gouvernement est engagé envers cette stratégie, il devra faire un engagement complet. Donc, si quelqu'un me donne du financement pour bâtir une table, il me donne de l'argent juste pour bâtir une patte de la table, bien sûr, je serais très reconnaissant, mais je ne pourrais pas avoir une table solide qui n'est que sur une seule jambe, une seule patte. Donc, on doit s'engager complètement. Et j'ai bien aimé la terminologie que les gens utilisaient. Ils parlaient la langue de l'investissement. Ce n'est pas un don, c'est vraiment un investissement. Le retour sur investissement sera significatif. Ils auront un plus grand rendement que le coût investi. Si toute société est empêchée d'atteindre son potentiel suprême, eh bien, ça ramène tout le monde en arrière. Alors, j'encourage tout le monde de faire entendre leur voix et de continuer à envoyer ce message que ceci est important, que c'est une priorité et que nous demandons au gouvernement de faire cet engagement, de mettre le reste de l'argent sur la table, s'il vous plaît. Ah, c'est une bonne idée, cette question de table avec 4 pattes. Donc, la stratégie, nous avons nous avions un autre invité et il n'était pas en mesure de participer. Mais nous avons une vidéo préenregistrée de Patricia Lantanzio, qui est la secrétaire parlementaire du ministère de la Justice. Elle est la procureure générale du Canada. Donc, Good regardons afternoon. cette I'm Patricia vidéo. Latanzio, Parliamentary Secretary to the Minister of Justice and Attorney General of Canada. I'm honored to join you virtually for this important event, Finding Common Ground, Canada's Black Justice Strategy Onward to Implementation. And I want to thank the Globe and Mail and the Canadian Race Relations Foundations for creating space for a discussion that is both urgent and long overdue. Minister Fraser asked me specifically to bring this message today because this work is a shared priority and because the communities gathered here deserve to hear it directly. Il est particulièrement significatif d'être réunis aujourd'hui en ce mois de l'histoire des Noirs. C'est un moment pour célébrer la résilience, le leadership et les réalisations des communautés noires, mais aussi
pour parler avec franchise des injustices et pour nous engager à transformer des systèmes qui ont trop souvent failli à servir les communautés noires. Last summer, I received my parliamentary secretary mandate letter from Minister Sean Fraser. One responsibility stood out clearly: to support the Minister of Justice in leading the implementation of Canada's Black Justice Strategy. I took that responsibility personally because this work is not theoretical. The work is about real people, real harm, and real opportunities for change. Canada's Black Justice Strategy exists because Black communities in Canada have been telling us for decades that the justice system does not treat them fairly, as accused, as victims, or as families. The overrepresentation of Black people in prisons, the underprotection of Black victims, and the deep mistrust of institutions are not coincidences. They are the result of systemic discrimination. Thankfully, systems can be changed. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude au groupe directeur externe de la stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. Leur leadership, leur engagement à l'échelle nationale et leurs 114 recommandations offrent une feuille de route claire et fondée sur des données probantes pour un changement transformateur. Il s'agit de l'une des initiatives les plus sérieuses et les plus complètes jamais entreprises au Canada pour lutter contre le racisme anti-noir dans le système de justice. Our government is committed to moving from words to action. That is why, following the election, we sought $87.4 million through the previous 2024 Fall Economic Statement to begin implementation. This includes $23.6 million for the Department of Justice, funding that allowed us to extend the steering group's mandate for 2 years to ensure continued community leadership and accountability. This funding is now reaching provinces, territories, and Black-led community organizations, supporting youth diversion, victim services, and justice navigation through targeted funds from the Department of Justice Canada. These are tangible investments, already making a difference on the ground. We are also advancing legislative changes. Through Bill C-9, the Combating Hate Act, we propose to create a new standalone hate crime offense to better respond to hate-motivated crime, including violence targeting Black people. What this means in practice is clarity and accountability. When a Black person is targeted because of who they are, whether through violent attacks, threats, or intimidation rooted in hate, the law would now clearly and consistently denounce this crime and the serious harm it causes. It sends a clear message. Hate-motivated crime is not incidental, and it will be taken seriously from the very start of the justice process. Bill C-9 is currently before committee, undergoing clause-by-clause review. As it moves through Parliament, we welcome continued dialogue with Black communities, advocates, and experts on how we can strengthen it further and ensure it delivers real protection for those it is meant to serve. Through Bill C-16, the Protecting Victims Act, we responded directly to the recommendations of the steering group by proposing measures to strengthen the principle of individualized justice within youth justice and by encouraging the use of diversion and restorative justice in appropriate cases. Police and prosecutors would be expressly required to consider the personal circumstances and characteristics of accused and victims when determining whether diversion is appropriate, with particular attention to the lived realities and systemic barriers facing Indigenous people and Black people. This is a meaningful shift. It is an explicit recognition in law that systemic inequality matters in how justice is administered. At the same time, by encouraging the use of restorative justice and alternative measures, we are proposing to create pathways that prioritize accountability, rehabilitation, and community healing over cycles of incarceration, giving vulnerable communities a real opportunity to succeed rather than a permanent mark that follows them for life. This work will not be finished in 1 year or in one mandate. That is why we remain firmly committed to the 10-year implementation plan with clear priorities, phased action, and measurable
outcomes. As we mark Black History Month, let me be clear. This strategy is about justice, dignity, and trust. This strategy is about building a system that protects, not punishes unfairly, and one that reflects the values we aspire to as a country. Merci pour votre leadership, merci pour votre engagement et merci pour votre partenariat dans ce travail essentiel. Je vous souhaite un événement couronné de succès et un joyeux mois de l'histoire des Noirs au nom du ministre de la Justice et procureur général du Canada, ainsi qu'au nom du gouvernement du Canada. Nous arrivons à la fin du programme, mais premièrement, j'aimerais inviter Juanita Peters pour conclure cette discussion. Merci beaucoup, Ian. Ce fut un après-midi puissant. Je pense qu'on continue de faire le travail, mais voilà, nous avons une stratégie en matière de justice pour les personnes noires. Il y a un plan de mise en œuvre sur 10 ans. Il est sous-tendu par des décennies de travail de défense des droits des populations qui sont affectées par les politiques actuelles. Alors, les prochaines étapes, c'est de s'assurer que ce soit entièrement financé et nous devons nous assurer que le public est conscient de la stratégie. Et nous devons aussi s'assurer que tout le monde soit impliqué au niveau politique et à tous les niveaux du gouvernement et des communautés. Ils doivent être impliqués pour que nous ayons du succès. J'ai beaucoup d'espoir et pour moi, c'était tellement intéressant et j'ai bien hâte de partager cette information. Merci beaucoup, Juanita. Nous sommes heureux que vous vous soyez joints à nous aujourd'hui et de nous avez donné un contexte utile pour la discussion que nous avons eue aujourd'hui. Alors, nos membres, merci beaucoup de vous être impliqués. Dans quelques instants, vous verrez un code QR. S'il vous plaît, remplissez le sondage pour que nous puissions améliorer votre expérience avec nous. Encore une fois, merci beaucoup à la FCRR pour avoir fait en sorte que ce fut possible. Nous allons envoyer le lien à l'enregistrement à tous ceux qui se sont inscrits dans une semaine. Alors, merci encore une fois et bonne fin de journée. Merci.